C'est donc le dernier moment de la journée pour ceux et celles qui avaient la possibilité et le courage de rester jusqu'à la fin. Je vous en remercie. Pour ma part, j'ai vécu deux beaux ateliers à l'étage qui étaient chouettes, mais qui me donnent envie d'avoir une petite perspective sur ce qui s'est passé ailleurs. C'est donc le travail que nous ferons en complémentarité, Céline Zives, qui est sur la facilitation graphique aujourd'hui et demain avec nous, pour rendre visible en direct, mais aussi dans les actes, ce qu'on a vécu là, en captant des citations et l'objet de nos discussions et en traduisant ça à l'image. Et puis Ludovic Brossard, qui a vécu aussi des ateliers et qui nous traduira, qui tentera, me dit-il, de traduire ce qu'il a vécu cet après-midi comme une manière, une petite lumière sur des ateliers. Et après, on vous invite à demeurer parce que donc Aulne, qui nous a servi le repas ce midi, nous repropose des choses pour l'apéro, pour prolonger les échanges qu'on n'a pas eu le temps toujours de faire entre la lasagne et puis la salle de bain et puis tout ça. Donc, tout de suite, Céline. La salle de bain, tu m'intrigues. Ah, mais pardon. Oui, il ne faut merci, pas dire Laurence. ça ici. Je voulais dire autre chose, vous aurez compris. Les toilettes. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Céline Zives, je suis dessinatrice et facilitatrice graphique, donc pas spécialiste de votre domaine, je préfère le dire avant. Souvent, j'interviens dans des séminaires dont je connais le sujet un peu comme peut-être n'importe qui pourrait connaître le sujet. C'est un peu l'idée. Donc, c'est un voyage subjectif dans ce que j'ai compris. Je triche un peu parce que j'ai quand même déjà travaillé pas mal avec les CIVAM, mais quand même. Je vous emmène, ça va zoomer, vous allez avoir un petit peu le mal de mer, mais ça va bien se passer, dans ce qui s'est raconté aujourd'hui. Alors pour vous accueillir ce matin, on vous a redit cette phrase, alors je ne sais pas si elle était dite exactement comme ça, mais que nos territoires produisent et nous nourrissent, et que cette journée, c'est une journée d'anniversaire. Donc ça, c'est important. Vous fêtez vos 10 ans. Hier, j'ai fêté les 14 ans de mon ado, donc je sais que c'est important, les anniversaires. Et d'ailleurs, ce qu'elle voulait, c'était des trucs à manger pour le clin d'œil. Je vous dirai pas quoi, parce qu'on n'est vraiment pas dans les circuits courts. Le Japon, tout ça, bon. Le RMT, c'est une progression collective vers la démocratie alimentaire, donc qui croise recherche, technique, différents points de vue, des expériences. Vous êtes tout ça en même temps. Alors, on nous a rappelé l'historique des circuits courts. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'évolution de ce que vous appelez la fourche à l'assiette ? La fourche à la fourchette. En plus, je l'ai dessinée et je me trompe. Tout d'abord, redire que c'est un mouvement social qui vient du terrain dans les années 2000 avec le déploiement de tout un tas de jeunes pousses diverses et variées, AMAP, magasins de producteurs, etc. Mais quand même que c'est une histoire longue. Donc je vous ramène au Moyen-Âge. Il y avait déjà des marchés. Il y a eu aussi toute une période qui existe encore aujourd'hui, qui s'est développée autour de ce projet altermondialiste. Vous avez reconnu la moustache. Et puis, à la faveur des crises sanitaires, alors je ne suis pas du tout douée pour dessiner les vaches sans réfléchir, donc c'est une vache qu'elle a sur son t-shirt. Réaction aux crises sanitaires, ces circuits courts se sont déployés. Alors, il y a plusieurs visions autour de cette approche-là que le RMT essaye depuis 10 ans au moins de concilier, des visions autour de la durabilité, des visions autour des métiers, des visions autour de l'entreprise. Il y en a aussi d'autres, hein, j'ai choisi certaines, mais c'est important de se dire que votre travail, il est pluridisciplinaire, et forcément cette pluridisciplinarité, et on va y revenir, elle amène de la diversité, parce que ça c'est quand même un terme que vous avez beaucoup employé, diversité, diversifié. Notamment dans les méthodologies, puisque pour observer les évolutions, vous avez cette force-là de la pluridisciplinarité et de pouvoir déployer différentes façons de voir les choses. Alors, il faut pouvoir reconnaître les avancées quand on fête un anniversaire.
Donc je redis hier mon ado. Donc j'ai reconnu qu'elle avait grandi, elle était très contente, elle a négocié du temps d'écran supplémentaire et j'ai refusé. Donc on reconnaît les avancées, mais on tient quand même sur les valeurs. Vous avez eu des avancées sur l'étiquetage. Alors j'ai mis 2 T, je crois qu'il n'y en a qu'un, bon, c'est pas grave. Sur la reconnaissance des statuts, sur la simplification aussi des normes et la souplesse dans les exigences qui ne doivent pas être tout à fait les mêmes que pour les gros industriels. Vous avez réussi à adapter, ou en tout cas à aller sur le chemin de l'adaptation de tout un tas de pratiques et de normes pour qu'elles soient plus cohérentes avec les petites structures. Alors j'ai noté quelques enjeux pour demain que vous avez repérés. Le renouvellement. Alors autant vous dire que renouvellement, c'est dans tous les domaines, parce que je dessine très souvent ça. Comment est-ce qu'on va faire pour renouveler les agents de la fonction publique hospitalière? J'y vais demain. Comment est-ce qu'on fait pour renouveler les profs? J'y étais il n'y a pas longtemps. Donc ce dessin-là, ça revient souvent. C'est quand même un vrai sujet dans notre société. Qu'est-ce qu'on fait pour se renouveler? Alors il y a un enjeu aussi de diversification. Comment on arrête d'appauvrir les sols? Comment est-ce qu'on rebondit aussi? Ça, on va y revenir tout à l'heure. Après les crises, ce fameux monde d'après. Est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas? On y a un petit peu cru en tout cas. Et puis, comment est-ce qu'on articule l'urbain et le rural? Vous avez posé la question qui a fait l'objet d'un atelier aussi, de la logistique, puisque livrer en circuit court, c'est parfois à perte et c'est un vrai problème pour vous. Donc, comment se poser la question de développer des pôles d'acteurs pour livrer plus éthique? C'est vrai que je suis rennaise, je vois souvent des livreurs à vélo. Tisser des connexions, c'est ça que le RMT vous permet et vous a permis de faire. Je n'ai pas relevé à ce moment-là, je crois, le débat autour de paysans boulangers. Et je me suis dit, je ne vais pas le dessiner parce que ça a l'air de toute façon d'être déjà crispant. Je ne vais pas le rajouter. Donc, je ne l'ai pas dessiné. Voilà. Des fois, on me demande qu'est-ce que tu dessines, qu'est-ce que tu dessines pas. Eh bien, pas ça. C'est pas la peine, vous allez vous en souvenir sans moi. Ces connexions-là, c'est les partenariats. C'est comment est-ce qu'on réfléchit à éviter les concurrences, comment est-ce qu'on dynamise ensemble un territoire. Et comment est-ce qu'on travaille aussi avec la grande distribution? On peut avancer. Donc, quand on peut avancer, on avance. Vous imaginez ce qu'il y a derrière les 3 petits points. Si on ne peut pas, on n'y va pas. Donc, il y a forcément des conditions aussi pour travailler, selon vous, avec la grande distribution. Vous avez dit faire vivre l'hétérogène. Et effectivement, dans tous vos partenariats, dans toute votre diversité, c'est très hétérogène, mais comme cette carotte-là qui est pourtant tout à fait comestible. Il faut pouvoir faire réseau pour se soutenir, continuer de recueillir des données et se serrer les coudes. C'était un peu la conclusion de cette première table ronde. Alors, je vais vous emmener dans la deuxième table ronde qui nous a posé une question qui est quand même une question importante. Comment on fait face aux incertitudes? Là, c'est pareil, elle va très loin, cette question-là. Donc, on a eu le témoignage de Ludovic qui nous a rappelé ce moment incroyable où quand le pays était à l'arrêt, y a des gens qui bossaient comme des fous. Notamment Click Tabarouette, puisqu'ils sont passés jusqu'à 400 paniers pendant cette période-là et ça s'est réduit progressivement, avec une baisse progressive. Alors, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il y avait aussi, entre-temps et depuis, un discours public qui a changé, où on n'est plus sur la qualité, la proximité, on est sur il faut que ça soit pas cher. Donc l'enjeu, c'est de se mobiliser et d'avancer collectif. Il nous a rappelé à quel point le fait d'être en collectif, ça l'avait soutenu. Alors la question, c'est résilience ou robustesse? C'est une excellente question. Une excellente question. Est-ce qu'on est robuste? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui se considèrent physiquement robustes? Levez la main. Parce qu'après, on peut faire des petits combats. Vous n'êtes pas nombreux quand même. Hein. J'ai vu une main et demie. Donc c'est quand même ouais, et par là-bas, là. C'est pas beaucoup. Hein. D'habitude, quand on pose la question, vous connaissez la question là, qui pense pouvoir conduire un avion, faire atterrir un avion? Voilà. Qui parmi vous pense pouvoir faire atterrir un avion? Bon, maintenant on commence à la... Voilà, il y a toujours... Voilà, c'est fait exprès.
Donc, il n'y a ni personnes robustes, ni personnes qui font atterrir des avions. Il y a encore du boulot. Ce qui est important, c'est que, en tout cas, la conception de la résilience, c'est notre capacité à reprendre forme après un choc. Yuna nous a donné au moins 2 approches qui favorisent la résilience. Donc, on anticipe en mesurant, et puis on peut aussi anticiper en gérant, c'est-à-dire transformer les choses. Et puis, Olivier Hamon, il nous a amené la robustesse. Alors, il nous l'a amené façon robuste. Donc là, je me suis vraiment accrochée à mon stylet parce que moi, j'étais dans l'incertitude dans la prise de notes parce que c'est ce qui nous arrive. Et à un moment donné, on parle de moutarde et de chaînes longues alors que vous êtes dans les circuits courts. J'ai quand même compris qu'en cas de crise, c'est important de garder de la moutarde dans son placard, mais surtout de penser stabilité et viabilité. Donc, pour être robuste, il faut qu'on s'ancre comme les arbres pour pouvoir tenir et surtout éviter de se comporter comme des étoiles filantes qui vont considérer que la performance, c'est ça qui compte. Donc, il nous a rappelé que le rendement, ok, évidemment, c'est logique, mais la performance, non, et que de l'étoile filante, il faut penser en galaxie puisqu'il nous a parlé de coopération. Et là, vous avez eu un échange dans le public sur l'intelligence collective et sur les dynamiques qu'il peut y avoir pour éviter justement cet effet performance étoile filante. J'ai quand même dessiné du pain qui ressemble à une cacahuète, il faut dire ce qui est. Je dessine en direct, donc voilà. Passer de la résistance à l'hybridation, ça c'est un conseil pour être robuste. Peut-être que pour devenir nous robustes, il faut s'ancrer dans le sol et laisser le temps à notre levain intérieur de pousser 5 heures avant de prendre une décision, par exemple. Et surtout de créer des nouvelles traditions. Si je dis tradition, je dis baguette. Si je dis baguette, c'était 24 heures, il a parlé de ça. Vous allez vous en souvenir normalement. En renforçant les relations, donc en connaissant bien notre boulanger ou notre boulangère, on saura que ce n'est pas le matin tout de suite qu'on va la voir, mais peut-être à 16h, et si on l'a commandé une semaine avant. Donc c'est un changement culturel qui s'annonce. Elle est robuste, et elle chante « Réenchantons le risque ». C'est vrai, c'est toi qui l'as dit. Puisque c'est une transformation citoyenne qui s'annonce. Bon, on va y aller tous ensemble, de toute façon. On n'a pas le choix, si vous l'avez compris. Voilà pour la deuxième table ronde. Et je vous emmène juste là, 2 attitudes face aux incertitudes. Alors, il y en a qui se mettent en boule, plein. Donc, c'est une autre façon de dire, je vais continuer de faire comme d'habitude, puisque je sais faire, je suis rassurée, je suis à l'intérieur, et je vais continuer mon approche productiviste, etc. Et puis, il y a ceux et celles qui se disent, bon, on va peut-être prendre notre temps, incarner cet arbre robuste et tester des choses, vaciller, recommencer. Voilà, c'est peut-être ça la robustesse. Premier atelier. Là, c'est complètement subjectif. Vous avez vu, je ne suis pas restée longtemps dans chacun des ateliers. Je pense que il ne me reste pas beaucoup de temps, non? Ça va? Ok. Parce que j'incarne l'arbre, alors je suis lente. Ok. Sur les outils. Vous avez eu un atelier autour des outils. Moi, j'ai noté que c'était important que vous puissiez développer des outils pour des métiers durables, donc quantifier, anticiper, vous aider à la décision, penser la valeur dans la durée. On a parlé de la valeur d'un bâtiment, par exemple. Pas penser en comptabilité, mais penser en durabilité. Viser la rémunération. C'est quand même... moi qui ne suis pas dans ce domaine-là, je me dis, bah oui, c'est quand même la base. Mais c'est pas toujours ça, à ça qu'on réfléchit. Donc le prix de revient doit pouvoir intégrer tout un tas de choses, dont la rémunération de la personne qui produit. Alors après, je me suis promenée dans l'atelier qui parlait de l'intégration des circuits courts ou de la méthode des circuits courts dans l'enseignement agricole. Et je suis arrivée à un moment hyper enthousiaste, je pense, d'une prof. Est-ce qu'elle est encore là? Ouais. J'ai été trop contente. Moi, je me suis dit, pourquoi je n'ai pas fait lycée agricole? Parce qu'aucun rapport. Sensibiliser, c'est donner du sens à une trajectoire et à des valeurs. C'est-à-dire que parler des circuits courts, c'est aussi permettre aux lycéens de comprendre toute cette chaîne de la production, de la transformation, de la distribution et de se positionner dans cette chaîne-là avec
des valeurs. Alors j'ai mis aussi comprendre tous les acronymes, puisque vous êtes bien servis. Il y a eu une intervention autour du lien entre les associations qui se mobilisent autour de l'alimentation et les agriculteurs, agricultrices, puisque parfois c'est des cultures et des histoires qui ne se comprennent pas forcément, et que c'est important de pouvoir construire des ponts, des rencontres. C'est vrai que parfois il y a des associations qui travaillent sur l'alimentation mais qui ne côtoient pas forcément des agriculteurs, agricultrices. C'est important. Atelier sur l'aide alimentaire et son accessibilité, enfin l'alimentation et son accessibilité. Donc comment est-ce qu'on repense l'aide alimentaire? Donc on passe d'un modèle quand même qu'on connaît, où la qualité est posée, on pose des questions sur la qualité, à un modèle où ça nécessite aussi qu'il y ait de l'accompagnement pour cuisiner. Il y a quelqu'un qui a dit à un moment dans cet atelier, mais qu'est-ce que je fais de ce chou? C'est une question que je me pose régulièrement aussi quand je reçois mon panier. Mais c'est parce que j'aime pas ça. Pour une alimentation choisie, ça aussi c'est un échange que vous avez eu, c'est-à-dire que la démocratie alimentaire, c'est pouvoir dire ce qu'on a envie de manger. Et il y a eu une intervention aussi sur les frontières, donc les frontières urbaines, les frontières sociales, les frontières symboliques. Qu'est-ce que ça veut dire pour un ou une habitante des quartiers populaires d'aller chercher un panier dans un lieu où, j'avoue, j'ai dessiné quelqu'un qui pourrait boire l'apéro avec moi puisque je suis sociologiquement complètement bobo. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir interroger ces frontières-là aussi puisqu'elles sont très fortes et elles nous empêchent parfois d'agir. La logistique, comment est-ce qu'on l'intègre dans le modèle économique? Alors, vous avez parlé des volumes, vous avez parlé du co-transport ou du hub, des outils numériques qu'on peut développer pour s'organiser, de la mobilité globale. On voit la vache là, attention. L'accompagnement ensuite, un autre atelier. Moi j'ai bien aimé ce moment-là, j'avoue, je ne sais pas vous, mais cette idée que c'est un cercle vertueux. Donc comment une personne qui en accompagne une deuxième sur un projet d'atelier de transformation va finalement en accompagner une troisième, puis encore une quatrième, etc. Puisque la personne du milieu, elle va partager son atelier. Et elle va partager ses connaissances, elle va partager son parcours. Et donc, ça fait d'une pierre 2 coups, 3 coups, 14 coups. Donc ça, je trouvais que c'était hyper intéressant. Je suis arrivée sur territorialiser, c'est relier les acteurs et les actrices. On parlait boucherie et abattoir. Et kiosque paysan à Nantes, donc avec un enjeu de partager les réalités professionnelles, puisque parfois on est très éloigné de la réalité professionnelle d'un artisan boucher quand on est, je ne sais pas moi, cuistot. On ne sait pas toujours comment ça marche. Il y avait un exemple de quand vous devez cuisiner 10 rôtis de porc par jour, vous ne savez pas qu'il faut tuer combien de porcs? Alors j'ai retenu 5, mais c'est ça? Oui. Je ne savais pas non plus. J'y penserai quand j'achèterai 10 rôtis de porc. Les data, sources de commun. Comment est-ce que vous produisez des données et vous accompagnez les agriculteurs et agricultrices à produire des données qui vont ensuite pouvoir être partagées facilement. Pas être obligé sans arrêt de reproduire des données ou de ressaisir des informations et qu'en gros, il y ait un langage commun et ce que vous avez appelé je savais que je n'allais pas réussir à le dire. Je vous laisse le lire. Voilà. Interopérabilité en plateforme. J'ai découvert le poids carré. Vous connaissez? C'est le poids cassé, mais avec des R dedans. C'est donc l'enjeu de la biodiversité, de l'agroécologie des circuits courts. Comment est-ce qu'on combat les 3 dominants? Ça fait un petit peu, comment ça s'appelle, Marvel, en introduisant des nouvelles variétés, petit épeautre, de nouveaux haricots pour le cassoulet. Le saviez-vous? Le cassoulet en France n'est pas fait avec des haricots français. Voilà, ça c'est quand même... moi je trouve ça terrible. Donc il faut changer d'échelle, les circuits courts. C'est des alliés de la diversité cultivée. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de biodiversité animale, mais pas cultivée. Pour terminer, parce qu'il me restait de la place, j'ai mis votre aliment préféré. Et j'ai pas le prénom de Madame Pesto qui dit qu'elle fait peut-être pas du pesto maison. Elle va pas me le dire maintenant. Je sais plus où elle est. Ah, elle est là. Elle me dira tout à l'heure.
Voilà, c'était votre journée. Je ne suis pas là demain, mais je penserai à vous quand même. Et merci beaucoup et bonne continuation pour vos travaux. Merci, bravo à vous. Enfin, j'ai la lourde tâche de faire le mot de conclusion, mais que je ferai très brièvement parce que je dois vous quitter à 18h et 18h c'est l'heure fatidique aussi en Bretagne comme ailleurs de l'apéro. Donc je vous laisserai tranquille à 18h. Donc très heureux d'être parmi vous. Donc moi je suis Ludovic Brossard, je suis élu à l'alimentation durable sur la ville de Rennes. Et par ailleurs, depuis 15 ans, je travaille aussi sur les enjeux de transformation agricole et alimentaire. Donc c'est un sujet que je connais bien et j'ai pu travailler également avec les équipes lors d'Atlas sur Dinan Agglomération. Et j'ai pu voir combien, et c'est un point notable que je voulais souligner avec vous, combien les alliances sciences-société politiques sont importantes en fait pour nous faire avancer sur les enjeux de transformation écologique de l'agriculture et de l'alimentation. Ces alliances-là sont indispensables. Je pense que vous les incarnez pleinement au sein du RMT. Elles sont indispensables pour d'abord montrer quelles sont les expérimentations qui sont menées et de quelle manière est-ce que les circuits courts sont développés en France comme ailleurs, avec des expérimentations qui vont bien au-delà du concept de circuit court, mais aussi on a évoqué dans la journée la sécurité sociale et l'alimentation. Alors sur Rennes, on a la chance de pouvoir prochainement expérimenter une carte alimentation durable qui ne sera pas une SSA, mais qui va s'en approcher. Et les échanges dans le cadre du RMT vont également nourrir nos réflexions sur ce projet-là, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que politique, c'est que une fois qu'on a démontré que les circuits courts étaient porteurs de valeurs, porteurs de solutions sur les enjeux, sur les défis écologiques, les défis sociaux auxquels on devait faire face, c'est comment est-ce qu'on massifie en fait les circuits courts de la même manière qu'on massifie l'agroécologie. Et ben en fait, il faut passer à une modification du cadre législatif, réallouer les aides qui sont nombreuses vis-à-vis du système agricole et alimentaire, mais qui sont peu liées à des conditionnalités environnementales ou sociales, et renégocier aussi les gouvernances. Et ça, c'est un élément que sur lequel je voulais vraiment appuyer, c'est que les circuits courts, on pourra les développer aussi qu'à condition que les gouvernances soient renégociées avec des acteurs agricoles et alimentaires qui aujourd'hui sont à la manœuvre en France sur les systèmes agricoles et alimentaires. Et ça rejoint ce qui a été évoqué d'ailleurs ce matin, de l'enjeu de démocratie alimentaire, de remettre au cœur du système agricole et alimentaire le citoyen et de répondre ainsi à l'enjeu de souveraineté alimentaire. Donc la définition évidemment de Via Campesina et pas de la ministre de l'Agriculture actuelle. Important aussi de ces travaux dans le cadre du RMT, parce qu'on voit quels sont les verrous, les leviers du développement des circuits courts sur nos territoires. Et si j'évoquais l'importance de pouvoir appuyer le développement des circuits courts sur des enjeux de gouvernance et de la manière dont on va aller chercher les citoyens, on va aller chercher les paysans, les paysannes, et on va développer des alternatives sur notre territoire, il me semble que c'est aussi important de travailler sur les conditions de la réciprocité. Et là, je rejoins un petit peu ce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire défendent à travers les enjeux de coopération. C'est-à-dire que faire en sorte que les circuits courts ne soient pas un outil de collaboration, mais bien un outil de coopération. Et je ne sais pas si vous saisissez bien la différence entre la collaboration et la coopération, mais sur la collaboration et la coopération, on a à la fois la même ambition et des responsabilités partagées. Sauf que la coopération, c'est aussi un partage de connaissances. Et ça, à mon sens, c'est indispensable pour faire en sorte que chaque maillon du système alimentaire, le paysan, le citoyen, puisse être acteur et outillé pour être acteur de la transformation écologique. Et ça, c'est toute la différence dans nos sociétés très individualistes, très capitalistes, de développer la coopération plutôt que la collaboration pour répondre durablement et de façon systémique aux enjeux écologiques et sociaux. Et puis l'enjeu immense, déconstruire l'individualisme, je l'évoquais, le consumérisme à outrance, et je pense que vous avez pu témoigner dans les ateliers à quel point
les projets de circuits courts, que ce soit sur des enjeux de logistique, de participation citoyenne, de captation de la valeur pour les acteurs, pour les producteurs, porter du sens vis-à-vis d'une société qui nous amène plutôt à nous éloigner les uns des autres et une réponse aussi à ce qu'on constate depuis des décennies avec l'industrialisation des systèmes agricoles alimentaires, c'est qu'on est dépossédé en fait de cette question-là. On n'a jamais posé cette question en fait en France ou ailleurs de ce qu'on souhaitait réellement dans notre assiette. Cette question, elle n'a jamais eu lieu. J'espère qu'elle aura lieu bientôt. Alors s'il y a une dissolution prochainement, peut-être que ça ira plus vite. En tout cas, il y a des présidentielles bientôt. Alors, je ne parle pas des municipales, parce que je n'ai pas le droit. Comme mon collègue ce matin, je n'évoquerai pas les enjeux politiques, même si c'est trop tard, j'ai été trop bavard. Mais en tout cas, j'espère que ces enjeux, que les circuits courts vont pouvoir nous amener aussi une manière de revitaliser le débat autour de la démocratie alimentaire. Et puis, je terminerai par une réflexion. Je vais tenter de prendre de la hauteur. Je suis loin d'être philosophe, mais je commence à avoir une idée un petit peu de la manière dont l'agriculture et l'alimentation peut régénérer, revitaliser nos sociétés. L'agriculture, dans l'histoire de l'humanité, elle a permis une première sédentarisation des populations, avec l'avènement des centres urbains et le développement d'une agriculture. Et on fait le constat aujourd'hui, et on a évoqué tout à l'heure Bruno Latour, qui a largement témoigné de la manière dont on s'est éloigné du vivant, et la manière dont on a, et ça a été évoqué aussi par alors j'ai oublié son nom, par Olivier Hamon, la manière dont on prédate aujourd'hui les ressources naturelles et le vivant. Et je pense que on a à construire, et j'ai l'impression que émerge dans nos réflexions, dans nos quartiers, sur nos territoires ruraux, une deuxième révolution agricole qui va non pas nous permettre de nous sédentariser une nouvelle fois, parce qu'on l'est déjà, mais par contre de nous relier au vivant, auquel on constate aujourd'hui qu'on s'est beaucoup trop éloigné et dont on s'est beaucoup trop extrait. Et à mon sens, la deuxième révolution qui doit advenir, et le travail modeste que l'on fait sur nos territoires et important que vous faites au niveau du RMT, c'est de visibiliser un nouveau récit civilisationnel qui nous permettra demain, grâce à l'agriculture et à l'alimentation, d'avoir beaucoup plus de paysans qui s'installent, d'avoir beaucoup plus de paysans boulangers ou de boulangers tout court, mais en tout cas de pouvoir aussi nous relier au vivant, puisqu'aujourd'hui on a cette crise à laquelle on doit faire face quand on regarde les enjeux sociaux, environnementaux, climatiques. C'est une crise du lien aux autres, c'est une crise du lien au vivant. C'est pas par des ajustements techniques qu'on va y arriver, c'est vraiment par une révolution culturelle. Et je pense que ce genre de travaux-là que vous menez au sein du RMT nourrissent en fait ces réflexions. Et donc je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée, une belle continuation. Yes, merci Ludovic Brossard d'avoir conclu cette journée avec Céline. 3 dernières petites choses et je vous laisse aux mains de Daulne et de son équipe de Mezzo. Il y a une superbe table colorée qu'il viendra vous présenter juste après moi. Des remerciements d'abord, parce que demain, on a une journée en demi-journée, puis on part en visite. Donc, peut-être nous éparpillerons-nous un peu plus rapidement. Donc, on tenait à remercier tous les gens en coulisses de cette journée. Donc, il y a ceux et celles, vous toutes et tous, qui participaient, qui contribuaient, qui réfléchissaient. Il y a tous ceux, les petites mains, donc notamment les traducteurs, traductrices qui sont derrière et qui permettent à tout le monde de participer. Il y a les gens de la technique, de Rennes Métropole, mais aussi de la petite équipe d'organisation. Donc, je pense à Quentin qui prend des photos, à Thibaut, et puis à toute l'équipe logistique là, de la journée, parce que c'est quand même des sacrés événements de se retrouver tous et toutes pour pouvoir discuter comme ça. Première chose. Deuxième chose, les éléments logistiques. Donc,
Merci à celles et ceux qui nous quittent ce soir d'avoir été là. C'était une grande journée. On était donc, sur les comptes que j'ai eus ce midi, on était 148 en présentiel et plus de 39. Ça a dû évoluer là, mais donc on a explosé. En tout cas, voilà, on n'est pas dans la performance du chiffre, hein, on s'est bien dit ça, mais en tout cas, c'est chouette de voir que 10 ans plus tard, les gens sont au rendez-vous et continuent à intégrer cette dynamique-là. Pour demain, donc, demain matin, on vous accueille avec du café chaud et du thé, et de la tisane, et du jus de pomme dès 8h30 pour vraiment lancer la journée à 9h. Voilà. Et puis, dernière chose, parmi vous, il y a des personnes qui mettent à disposition leur faculté de conduite et leur véhicule pour les visites de l'après-midi. Et dans ce cas, on vous invite à venir stationner votre voiture au parking du Super U, du Super U Sarah Bernard, qui se trouve à 5 minutes à pied. Et donc, vous posez votre voiture et revenez prendre votre petit café du matin. Et puis, sur l'heure du midi, on sera en organisation par visite. Et donc, il y aura une petite marche collective où nous avancerons vers les véhicules pour chacune aller vers sa visite. Donc voilà, c'était tout pour les éléments logistiques. Maintenant, on peut causer. Et j'invite donc Aulne de Praden, de Mezzo, qui fait partie du collectif Praden, voilà, à venir nous présenter ce que nous dégusterons et ce qui va aussi éveiller vos yeux. C'est très joli. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur ce qu'on appelle, enfin ce que j'ai appelé le tableau du territoire, c'est parti d'un truc un peu urgent au moment où j'étais dans le Codéviade du Val-d'Ille-Aubigné avec mes collègues. On voulait faire un événement où on mettait en avant les producteurs locaux. Et je revenais à peine du Canada et mes chers collègues avaient voulu faire intervenir les producteurs, mais malheureusement, ils ne sont pas disponibles vraiment pour venir faire goûter leurs produits. Et du coup, à la dernière minute, j'avais fait le tour de tous les producteurs du Val-d'Ille pour choper tous les produits un peu qu'il y avait et faire un buffet comme ça, directement inspiré du territoire. Et c'est parti de là. Et depuis, c'est devenu un lieu d'expression un petit peu pour moi, un peu comme un tableau, où finalement, je me laisse porter un peu par ce que je trouve au marché et chez les producteurs du coin. Et voilà, il n'y a pas trop de règles. Il y a un mélange de plein de choses. Même moi, je ne sais pas ce qui se passe réellement sur chaque bouchée, puisque chaque bouchée va être différente. Donc, j'espère que vous apprécierez. Chacun le vivra différemment. Mais il y a un mélange des fromages des Maliguins. Il y a les fromages aussi du Gros Chêne. On retrouve pas mal de légumes de maraîchers du coin. Il y a les charcuteries que je produis aussi à la ferme. Le pain qui est produit sur la ferme. Donc voilà, il y a un petit mélange de plein de choses. Et puis l'autre chose, et que je souhaite mettre en avant, c'est la place de la protéine dans l'assiette. C'est un buffet où il y a quasiment 90% de végétal et 10% de protéines animales. Je trouve ça intéressant de pouvoir voir comment on peut s'amuser aussi avec le végétal et comment on peut faire des trucs assez intéressant entre des trucs cuits, des trucs crus, des trucs fermentés, etc. Et c'est aussi voilà, un choix, un buffet qui raconte beaucoup de choses de la façon dont moi je vois l'alimentation de demain, avec autant de gourmandise et des produits de top qualité sans aussi non plus mettre des produits de luxe. Je pense qu'on peut vraiment s'amuser avec juste des produits qui sortent de la terre, qui sont le plus frais possible, qui sont gorgés de plein de saveurs, plein de sucre en plus à cette saison, parce que tous les légumes se préparent pour l'hiver, du coup ils se concentrent en sucre. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes et à chaque saison. Donc j'espère que vous avez apprécié le moment et que vous apprécierez l'expérience. N'hésitez pas à faire vos retours négatifs ou positifs là-dessus. Voilà. Bon appétit!